Mes parents paresseux ont découvert mon salaire. Au lieu de me féliciter, ils sont venus exiger 70% de mes revenus de promotion. Je leur ai donné une enveloppe scellée. Et ce qui se trouvait à l'intérieur les a fait taire. Laissez-moi vous raconter quelque chose sur ma famille. Ou plutôt, laissez-moi vous parler des personnes qui partagent mon ADN. Je m'appelle Morgan. J'ai 35 ans et je travaille comme analyste financière au centre-ville de Pittsburgh. Au cours des 10 dernières années, j'ai bâti une vie entièrement à moi. C'est une vie calme, structurée, et surtout, paisible. Mon appartement est mon sanctuaire. Je l'ai meublé lentement au fil des ans avec des objets qui m'apportent de la joie. Un canapé moderne du milieu du siècle trouvé en brocante, un tourne-disque vintage dans un coin, et des étagères remplies de vrais livres, pas seulement des pièces décoratives. J'aime l'ordre. J'aime savoir que lorsque je ferme ma porte d'entrée, le chaos du monde reste dehors. C'était un vendredi soir de fin novembre. Le genre de soirée où le froid dans l'air vous fait apprécier encore plus la chaleur de votre foyer. J'avais toutes les raisons de célébrer. Plus tôt cet après-midi-là, après des mois de nuits exténuantes, de tableurs sans fin et de navigation dans la politique d'entreprise, mon directeur m'avait appelé dans son bureau. Il m'avait remis un dossier contenant ma promotion officielle au poste d'analyste senior. Avec le nouveau titre venait une augmentation de salaire significative et une prime de fin d'année massive. C'était l'aboutissement de 10 ans de travail acharné et incessant. Je me souviens être sorti de son bureau avec le sentiment de pouvoir enfin souffler. J'avais réussi. Je suis rentré chez moi, j'ai enfilé mon pantalon de survêtement le plus confortable et je me suis versé un généreux verre de vin rouge. J'ai posé un disque de jazz doux sur le tourne-disque. L'aiguille est tombée, la musique a enflé, et pendant environ 20 minutes, tout était parfait. J'étais debout dans ma cuisine, regardant par la fenêtre les lumières de la ville se reflétant sur la rivière, me laissant simplement envahir par le sentiment d'accomplissement. Puis la sonnette a retenti. 3 coups courts et secs ont suivi immédiatement. Ce n'était pas un coup amical. C'était le genre de son lourd et exigeant qui brise le silence d'une pièce et vous noue l'estomac. Je n'attendais aucun colis. Je n'avais pas commandé de nourriture et je n'attendais certainement pas de visiteurs. Mes amis envoient toujours un message avant de venir. Je me suis dirigé vers la porte et j'ai regardé par le Judas. Mon cœur a immédiatement commencé à battre la chamade contre mes côtes. Dans le couloir faiblement éclairé se tenaient mes parents, Cynthia et Douglas. Je ne leur avais pas parlé depuis plus de 4 mois. Nous avions ce qu'on pourrait appeler une relation distante, entièrement de mon fait. Ils n'avaient jamais visité mon appartement. Ils détestaient la ville, prétendant qu'elle était trop bruyante et qu'il était trop difficile de se garer. En fait, au cours des 5 années où j'avais vécu dans cet immeuble précis, ils n'avaient jamais franchi le seuil. Ils ne me contactaient que lorsqu'ils avaient besoin d'une faveur, ce qui était presque toujours une demande d'argent à peine voilée. Les voir là, sans prévenir, le jour exact où j'avais eu ma promotion, c'était comme si un seau d'eau froide m'était tombé sur la tête. La fierté et la joie que je ressentais s'évaporèrent instantanément, remplacées par une anxiété familière et suffocante. J'ai pris une profonde inspiration, me suis préparé et j'ai déverrouillé le pen dormant. J'ai ouvert la porte, sachant déjà que toute la tranquillité que j'avais prévue pour la soirée avait complètement disparu. Morgan. Cynthia a pratiquement aboyé mon nom avant même que la porte ne soit complètement ouverte. Elle ne m'a pas serré dans ses bras. Elle n'a même pas souri. Elle m'a juste bousculé pour entrer dans le vestibule, apportant avec elle l'odeur entêtante de son parfum floral bon marché. Douglas la suivait de près, ses yeux parcourant immédiatement mon salon, faisant l'inventaire de mes biens comme un expert en assurance. Nous avons appris la nouvelle, a dit mon père, les mains dans les poches de sa veste. Ta tante a vu une mise à jour sur la page LinkedIn de ton entreprise. Analyste senior. Ça a l'air chic. Il n'y avait aucune chaleur dans sa voix. Non, nous sommes fiers de toi. Juste une froide reconnaissance d'un fait. J'ai fermé la porte lentement, sentant le piège se refermer sur moi. Je leur ai demandé ce qu'ils faisaient là, à des kilomètres de leur zone de confort de banlieue un vendredi soir. Cynthia s'est dirigée directement vers mon îlot de cuisine et a laissé tomber son sac à main sur la surface de marbre propre. Nous sommes venus fêter, évidemment, a-t-elle dit, bien que son ton suggéra une négociation commerciale et, pour parler de l'avenir. Avant même que je puisse leur offrir un verre d'eau, Douglas a sorti un morceau de papier plié de la poche intérieure de sa veste.
Il l'a lissée et l'a posée sur le comptoir à côté de mon verre de vin. C'était un tableau imprimé, un budget. Nous avons fait des calculs, a commencé Douglas, se penchant sur le papier. Avec ton nouveau salaire, tu vas être dans une tranche d'imposition beaucoup plus élevée. De plus, tu as tout ce revenu disponible maintenant. Ta mère et moi vieillissons. La maison a besoin d'un nouveau toit. Les factures médicales s'accumulent, et franchement, notre fonds de retraite n'est pas ce qu'il devrait être. J'ai fixé le morceau de papier. Les colonnes étaient méticuleusement étiquetées. Ils avaient calculé mon nouveau salaire net estimé avec une précision effrayante. Alors, a repris Cynthia, croisant les bras, nous pensons qu'il est juste que tu nous transfères l'intégralité de ta prime de promotion pour couvrir les réparations immédiates de la maison. Et pour l'avenir, nous avons mis en place un numéro de compte. Nous attendons un virement mensuel automatique de 70% de la différence entre ton ancien et ton nouveau salaire. C'est le moins que tu puisses faire. 70%. Et toute ma prime. J'ai littéralement eu le souffle coupé pendant une seconde. Vous plaisantez, ai-je murmuré. Nous t'avons élevé, Morgane, a claqué Cynthia, sa voix montant à ce ton aigu que j'avais craint toute mon enfance. Nous t'avons nourri. Nous t'avons vêtu. Nous avons investi en toi quand tu n'étais rien. Tu nous dois pour tous les sacrifices que nous avons faits. Ce n'est pas demander une aumône. C'est notre retour sur investissement. Retour sur investissement. La phrase m'a frappé physiquement. En une fraction de seconde, mon esprit m'a violemment ramené 19 ans en arrière. J'avais de nouveau 16 ans. Je travaillais 30 heures par semaine dans un restaurant graisseux au bord de l'autoroute, sentant la frite rance et l'eau de javel industriel. Je travaillais ces heures non pas pour une voiture, non pas pour des économies pour l'université, mais pour rembourser une carte de crédit. Une carte de crédit que Cynthia avait secrètement ouverte à mon nom et maximisée sur des sacs à main de créateurs et des journées au spa. J'ai passé toute ma première année de lycée à récurer des tables pour sauver ma propre cote de crédit ruinée avant même d'être légalement adulte. Ils n'avaient pas investi en moi. Ils m'avaient utilisé comme un bouclier financier. Et maintenant, ils étaient là, chez moi, essayant de réclamer les fruits d'une décennie de mon sang, de ma sueur et de mes larmes. L'audace était paralysante. Pendant un long moment, le seul son dans l'appartement était le doux jazz jouant depuis le salon. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. La fille de 16 ans qui suppliait leur approbation était morte. La femme debout dans la cuisine était une analyste financière de 35 ans qui gérait des millions de dollars de comptes d'entreprise chaque jour. J'opérais sur des données, sur des contrats, et sur la froide et dure réalité. J'ai regardé le visage suffisant de Douglas, puis le regard d'attente de Cynthia. La rage en moi brûlait si fort qu'elle semblait froide. Je n'ai pas dit un mot. Je leur ai tourné le dos et suis sorti de la cuisine, traversant le court couloir jusqu'à mon bureau à domicile. J'ai ouvert la porte du placard, me suis agenouillé et j'ai tapé le code de mon coffre-fort ignifuge. La lourde porte métallique s'est ouverte. À l'intérieur, glissée sous mon passeport et mon acte de naissance, se trouvait une épaisse enveloppe manille brune. Le rabat était sécurisé par un seau de cire rouge foncé, intact depuis des années. Je l'ai saisi, j'ai refermé le coffre-fort et je suis retourné dans la cuisine. Mes parents chuchotaient entre eux, pensant clairement que mon silence signifiait soumission. Ils pensaient que j'étais allé chercher un chéquier. Je me suis arrêté à l'îlot de cuisine, juste en face d'eux. Je ne leur ai pas tendu l'enveloppe. Je l'ai laissée tomber sur le comptoir en marbre. Elle a atterri avec un bruit sourd et définitif juste au-dessus de leur budget imprimé. « Qu'est-ce que c'est » a demandé Cynthia, fronçant les sourcils devant le seau de cire. « Ceci, ai-je dit, ma voix dangereusement calme, est la seule chose que vous obtiendrez jamais de moi. » Douglas a tendu la main pour l'attraper, mais j'ai posé ma main à plat sur l'enveloppe, l'arrêtant. Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Vous n'aurez pas ma prime. Vous n'aurez pas 70% de mon augmentation. Vous n'aurez pas un seul centime de mon argent aujourd'hui, demain, ou jusqu'au jour de ma mort. Maintenant, prenez cette enveloppe, sortez de mon appartement, et ne vous présentez plus jamais à ma porte. » La couleur a déserté le visage de Cynthia. Le masque d'arrogance s'est effondré, révélant un pur choc. Il s'attendait à des larmes, peut-être à une dispute, ou à une négociation jusqu'à 50%. Jamais de ma vie il n'avait rencontré un mur de refus absolu de ma part. « Espèce de petite ingrate »,
a sifflé Cynthia, sa voix tremblante d'une fureur soudaine. Après tout ce que nous avons fait. Sortez, ai-je interrompu, élevant ma voix juste assez pour la couper complètement, avant que j'appelle la sécurité de l'immeuble et que je vous fasse expulser pour intrusion. Douglas m'a regardé, puis l'enveloppe, réalisant que la dynamique avait irrévocablement changé. Il a arraché l'enveloppe brune du comptoir, a attrapé Cynthia par le bras et l'a tirée vers la porte. Elle continuait à cracher des insultes, me traitant d'égoïste, de monstre, mais je m'en fichais. Je les ai suivis jusqu'à l'entrée. La seconde où ils ont franchi le seuil du couloir, j'ai claqué la lourde porte. J'ai immédiatement enclenché le pêne dormant et la chaîne de sécurité. Je suis resté là, dans le vestibule, le front pressé contre le bois frais de la porte, écoutant leurs pas en colère s'estomper dans le couloir moquetté. Ce n'est qu'alors, quand j'ai été absolument sûr qu'ils étaient partis, que mes mains ont commencé à trembler. Un violent tremblement a parcouru tout mon corps. J'ai glissé le long de la porte jusqu'à m'asseoir sur le sol, ramenant mes genoux à ma poitrine. J'avais enfin tracé la ligne. La guerre avait officiellement commencé. Je me suis réveillé le lendemain matin avec l'impression d'avoir été percuté par un camion. Le contre-coup d'adrénaline de la nuit précédente m'avait laissé épuisé. C'était samedi, un jour que je passais habituellement à boire du café de qualité et à lire le journal dans un silence absolu. Je me suis retourné, j'ai attrapé mon téléphone sur la table de chevet et j'ai tapoté l'écran pour vérifier l'heure. L'écran s'est allumé et mon estomac s'est instantanément glacé. J'avais plus de 80 notifications non lues. Mon téléphone vibrait continuellement dans ma main. Un bourdonnement malveillant et régulier. Message texte, appel manqué, tag Facebook, message direct Instagram. C'était une avalanche numérique. J'ai déverrouillé le téléphone et ouvert la première notification Facebook. Elle provenait d'un groupe communautaire local de Pittsburgh qui comptait des milliers de membres. Cynthia avait posté un essai. C'était une histoire à pleurer, en plusieurs paragraphes, méticuleusement élaborée. Elle avait téléchargé une photo d'elle, pâle et épuisée, assise sur son canapé usé. Le post se lisait comme un roman tragique. Elle y racontait comment elle et mon père avaient sacrifié leur jeunesse, leurs finances et leur santé pour me faire aller à l'école. Elle dressait le tableau de deux parents âgés et malades luttant pour garder les lumières allumées et payer les médicaments vitaux. Et puis venait la leçon. Elle écrivait comment leur fille, la dirigeante financière riche et prospère, leur avait littéralement claqué la porte au nez lorsqu'ils avaient humblement demandé un petit peu d'aide. Elle me traitait de sans-cœur. Elle utilisait des mots comme abandon et maltraitance des personnes âgées. C'était une leçon magistrale de manipulation, et Internet la gobait. Il y avait des centaines de commentaires. Des gens à qui je n'avais pas parlé depuis le collège donnaient leur avis. Des voisins que je connaissais à peine me traitaient de honte. Mais le pire, c'était les « singes volants ». C'est ainsi que les thérapeutes appellent les facilitateurs qui font le sale boulot d'un narcissique. Ma tante Brenda a envoyé un message, « Comment peux-tu dormir la nuit sachant que ta mère pleure ? Tu es un monstre. » Mon cousin Tyler a envoyé, « Profite bien de ton nouvel argent fantaisie. J'espère qu'il te tiendra chaud quand tu n'auras plus de famille. » Message après message, affluent, me déchirant sur la base d'une fabrication complète. Ma poitrine s'est tellement serrée que j'avais à peine le souffle. Je me sentais piégé dans un cauchemar où tout le monde me criait dessus et je n'avais pas de voix. Mon premier instinct fut de répondre, de me défendre, de crier depuis les toits numériques à propos de la carte de crédit volée, des emplois au restaurant, de l'avidité pure de ce qu'ils exigeaient réellement. Mais ensuite, je me suis arrêté. J'ai regardé les bulles de notifications rouges et en colère se multiplier à la seconde. Si je m'engageais, je leur donnais exactement ce qu'ils voulaient, du drame, de l'attention et un combat de boue public où Cynthia jouerait toujours la victime ultime. J'ai pris une profonde inspiration. Je suis allé dans mes paramètres. J'ai systématiquement bloqué ma tante, mon cousin et tous les autres membres de la famille qui avaient envoyé un message toxique. Je n'ai pas lu le reste des commentaires. J'ai maintenu le bouton d'alimentation sur le côté de mon téléphone et j'ai glissé pour l'éteindre. L'écran est devenu noir. Le bourdonnement a cessé. Le silence a envahi de nouveau ma chambre. J'ai décidé à ce moment-là que ma paix était plus importante que leur fiction. J'ai passé le reste du week-end entièrement hors ligne. J'ai lu des livres. J'ai nettoyé mon appartement 2 fois et je me suis préparé mentalement pour la semaine à venir. Le lundi matin,
je m'étais convaincu que la tempête numérique était contenue au week-end et au groupe Facebook de banlieue. J'ai enfilé ma veste de blazer marine la plus élégante, j'ai attaché mes cheveux en un chignon soigné et je me suis dirigé vers le bureau d'entreprise du centre-ville. Je suis sorti de l'ascenseur au 20e étage, prêt à commencer ma première semaine officielle en tant qu'analyste senior. Mais dès que j'ai mis les pieds dans l'open space, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Le bourdonnement matinal habituel des claviers et le bavardage de la machine à café se sont arrêtés. Alors que je marchais dans l'allée principale, plusieurs collègues ont soudainement baissé les yeux sur leur bureau ou chuchoté derrière les écrans. L'air était incroyablement lourd. J'ai tourné au coin de mon bureau désigné et j'ai figé. Au beau milieu de mon bureau se trouvait un arrangement floral massif et odieux. Ce n'était pas un bouquet de célébration. C'était une composition funéraire tapa à accent grave-l'œil de lys blanc bon marché et de rose rouge foncé occupant la moitié de mon espace de travail. Épinglée sur le devant, une grande carte manuscrite. L'écriture était indubitablement celle de Cynthia. La carte était écrite au feutre noir épais, assez grand pour que quiconque passe puisse la lire facilement. Profite bien de ton nouveau bureau. N'oublie pas la famille affamée que tu as laissée derrière toi pour arriver ici. Mon visage brûlait. L'humiliation était si totale qu'elle avait un goût de cuivre dans ma bouche. Elle avait trouvé un moyen d'envahir mon sanctuaire professionnel. Elle essayait de détruire ma réputation là où cela comptait le plus. Avant même que je ne puisse réfléchir à ce que je devais faire de cette monstruosité, le téléphone de mon bureau a clignoté. C'était la directrice des ressources humaines. Elle m'a demandé de venir immédiatement dans son bureau. J'ai attrapé la carte, l'ai glissée dans la poche de mon blazer, et j'ai fait le long et angoissant chemin jusqu'au bureau des RH. Chaque pas était comme marcher dans du sable mouvant. La directrice des RH, une femme sévère nommée Sarah, m'a fait signe de m'asseoir. Elle n'avait pas l'air en colère, juste profondément préoccupée. Morgane, a-t-elle commencé prudemment, croisant les mains sur son bureau. Nous vous apprécions beaucoup ici. Votre promotion est bien méritée. Cependant, nous avons reçu quelques appels téléphoniques perturbateurs ce matin à la réception. Une femme âgée se disant votre mère, criant au sujet de négligence financière, et puis la livraison. J'ai fermé les yeux une fraction de seconde, luttant contre l'envie de m'enfoncer dans le sol. Je dois savoir, a poursuivi Sarah, son ton professionnel parfaitement neutre, y a-t-il une situation à la maison qui pourrait nuire à l'image publique de l'entreprise? Nous traitons avec des clients fortunés. Nous ne pouvons pas avoir de scène dans le hall ou de harcèlement dirigé contre nos lignes de personnel. C'était le test ultime. Cynthia voulait que je craque. Elle voulait que j'aie l'air instable. Elle voulait que je perde mon travail, afin que je sois forcé de ramper jusqu'à eux. Je me suis assise parfaitement droite. J'ai lissé mon blazer, j'ai croisé le regard de Sarah, et j'ai refoulé chaque once d'émotion dans une petite boîte de mon esprit. Je m'excuse pour la perturbation, ai-je dit, ma voix calme et professionnelle. Je gère actuellement une situation familiale conflictuelle impliquant des individus qui tentent d'extorquer mon augmentation de salaire récente. C'est entièrement sans fondement. J'ai déjà fait appel à un conseiller juridique pour émettre une injonction de cesser et de s'abstenir. Les appels ne se reproduiront plus et je vous assure que mes limites personnelles sont absolues. Tout est sous contrôle. Sarah m'a étudié pendant un long moment. Elle a vu le fer dans ma posture. Très bien, Morgane, gérez ça. Nous allons demander à la réception de bloquer le numéro. Je suis retourné à mon bureau, j'ai pris l'énorme arrangement floral et je l'ai porté directement à la poubelle de la salle de pause. Je l'ai poussé dedans, écrasant les lys bon marché. Je n'allais pas la laisser gagner. Le mardi soir, je pensais que le pire des embuscades était passé. J'étais assise à mon îlot de cuisine, mangeant une salade et révisant des rapports de marché sur mon ordinateur portable. Mon téléphone personnel, que j'avais prudemment rallumé, a vibré. C'était une notification de message vocal d'un numéro inconnu. Contre mon meilleur jugement, j'ai appuyé sur lecture. La voix de Douglas a rempli la pièce, paniquée et haletante. Morgane, c'est ton père. Écoute, c'est ta mère. Elle s'est effondrée dans la cuisine. Elle était tellement stressée par tout ça, son cœur a lâché. L'ambulance vient de l'emmener à l'hôpital Mercier en centre-ville. Tu dois venir tout de suite. Elle n'arrête pas de te demander. S'il te plaît, viens juste. Le message s'est coupé.
Pendant 5 secondes terrifiantes, l'instinct humain a pris le dessus. Ma mère s'est effondrée. Une crise cardiaque. La culpabilité qu'il m'avait programmée pendant des années a éclaté violemment. Je me suis levé et j'ai attrapé mes clés de voiture. Mais au moment où j'ai tendu la main vers la poignée de la porte, le côté analytique de mon cerveau, le côté qui me rend bonne dans mon travail, est intervenu. Le timing était trop parfait. Le désespoir sonnait presque comme une répétition. Je me suis souvenu des fleurs géantes, du post Facebook, de la demande des 70%. J'ai posé mes clés. J'ai cherché le numéro principal de l'hôpital Merci sur mon ordinateur portable. J'ai appelé le bureau des admissions. Bonjour, je voudrais savoir si une patiente vient d'être admise aux urgences. Cynthia Hastings. J'ai attendu pendant que l'employé tapait. Je suis désolé, madame, a dit l'employé d'un ton joyeux. Nous n'avons personne de ce nom enregistré dans tout le système hospitalier aujourd'hui. J'ai raccroché. Une vague de dégoût glacial m'a envahi. C'était un piège. Ils essayaient de m'attirer dans un lieu public, ou peut-être juste de mesurer à quel point ils pouvaient me manipuler en utilisant une fausse urgence médicale. Je n'ai pas rappelé Douglas. Au lieu de cela, j'ai appelé la ligne non urgente du service de police local de leur ville de banlieue. J'ai demandé une vérification formelle de leur bien-être à leur adresse, déclarant que j'avais reçu un appel médical préoccupant, mais que je ne pouvais pas vérifier leur localisation. 1 heure plus tard, la standardiste de la police m'a rappelé. Madame, les agents ont vérifié la résidence. Les 2 individus vont bien. Ils étaient assis dans le salon en train de regarder la télévision. Ils semblaient confus quant à notre présence. J'ai remercié la standardiste et j'ai raccroché. Le niveau de sociopathie requis pour simuler une crise cardiaque juste pour forcer le contact était terrifiant. Alors que je digérais ce nouveau bas, mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, l'identification de l'appelant affichait un nom familier. Grand-mère Béatrice. La mère de Douglas. Elle vivait dans une petite maison à Greensburg, à environ 45 minutes de là. Béatrice était une femme dure et à l'esprit vif qui n'avait jamais vraiment cru au drame de Cynthia. J'ai répondu avec hésitation, « Allô, grand-mère. » Morgane, ma chère, sa voix était fragile, mais incroyablement claire. J'ai entendu parler de la cascade à l'hôpital. Ton père m'a appelé pour se plaindre que la police s'était présentée et les avait embarrassés devant les voisins. Je devais vérifier, grand-mère, ai-je dit, l'épuisement transparaissant dans ma voix. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Tu as fait exactement ce qu'il fallait, a dit Béatrice fermement. Ne t'engage pas avec eux. Ton père fait ce genre de combine depuis qu'il est adolescent pour éviter les corvées. Ils veulent une réaction. Le silence est une forteresse, Morgane. Laisse-les s'épuiser à frapper les murs. Reste à l'intérieur et garde les portes verrouillées. L'entendre dire cela, validant ma réalité, m'a donné l'impression de reprendre mon souffle après avoir failli me noyer. Je n'étais pas folle. Je n'étais pas le monstre. Merci, grand-mère, ai-je murmuré. Reste forte, ma petite, a-t-elle répondu avant de raccrocher. J'ai fermé mon ordinateur portable. Je savais qu'ils épuisaient leur ruse. Mais des gens comme Cynthia et Douglas n'abandonnent pas. Quand la manipulation émotionnelle échoue, ils se tournent vers une guerre formelle. Je n'avais simplement pas réalisé jusqu'où ils étaient prêts à aller. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'à présent. Si vous avez trouvé cette histoire intéressante et avez empathisé avec Morgane, veuillez aimer la vidéo, vous abonner à la chaîne et laisser un commentaire avec le nom de la ville où vous vivez. Chaque commentaire aide la vidéo à atteindre plus de spectateurs. Merci beaucoup. Pendant 2 semaines complètes après l'incident du faux hôpital, il y eut un silence étrange et troublant. Pas d'appel téléphonique, pas de message texte passif-agressif de la part de parents éloignés, pas de visite surprise. Mon appartement était de nouveau calme. Au travail, les potins sur l'énorme arrangement floral s'étaient enfin éteints, remplacés par les bavardages habituels de l'entreprise sur les projections de fin de trimestre. Je me suis lancé à corps perdu dans mon nouveau rôle d'analyste senior, travaillant 10 heures par jour et appréciant chaque minute de la modélisation financière complexe. J'ai commencé à croire que ma grand-mère avait raison. J'avais construit une forteresse de silence, et mes parents s'étaient finalement lassés de jeter des pierres contre les murs. J'avais tort. Ils n'abandonnaient pas.
Ils changeaient simplement de stratégie. Cela s'est produit un mardi soir pluvieux. Je travaillais de chez moi, enveloppé dans un gros pull, tapant un rapport de synthèse quand quelqu'un a frappé à ma porte. Ce n'étaient pas les coups lourds et agressifs que mes parents utilisaient. C'était un coup standard, poli. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu un facteur se tenir dans le couloir, tenant un presse-papier humide. J'ai ouvert la porte et il m'a tendu une enveloppe blanche épaisse et rigide. Courrier recommandé pour Morgan Hastings. J'ai besoin d'une signature, a-t-il dit en me tendant un stylet en plastique. J'ai signé le pavé électronique, les remercié et j'ai pris l'enveloppe. Elle semblait inhabituellement lourde. J'ai regardé l'adresse de l'expéditeur imprimée en encre noire nette dans le coin supérieur gauche. Elle indiquait « Dolphin County Court of Common, please ». Un froid sentiment d'appréhension m'a envahi. Je me suis dirigé vers mon îlot de cuisine, j'ai attrapé un couteau d'office et j'ai fendu le haut de l'enveloppe. J'ai sorti une épaisse pile de papiers agrafés. La première page était une assignation officielle. Les lettres en gras en haut m'ont coupé le souffle. C'était une requête en soutien financier parental. J'ai lu le jargon juridique, mes yeux parcourant les paragraphes de texte dense. Cynthia et Douglas me poursuivaient officiellement en justice. Ils invoquaient une loi archaïque et rarement utilisée sur la responsabilité filiale dans l'État de Pennsylvanie. La requête affirmait qu'ils étaient légalement indigents, c'est-à-dire complètement appauvris et incapables de subvenir à leurs propres besoins fondamentaux. Elle stipulait qu'en tant qu'enfant adulte financièrement capable, j'étais légalement obligé de leur fournir une allocation mensuelle pour couvrir leur hypothèque, leurs frais médicaux et leurs frais de subsistance quotidiens. Ils avaient formellement demandé au tribunal de saisir mes salaires. J'ai posé les papiers sur le comptoir en marbre. Mes mains ne tremblaient pas cette fois. Je n'ai pas ressenti l'envie de pleurer, et je n'ai pas ressenti l'anxiété paralysante qui accompagnait habituellement leur manipulation. Au lieu de cela, alors que je fixais le sceau officiel du tribunal, une clarté profonde et glaciale s'est installée en moi. Ce n'était plus une dispute familiale désordonnée. C'était une tentative d'extorsion légale calculée. Ils essayaient d'utiliser le système judiciaire pour extorquer de force les 70% qu'ils avaient exigés dans ma cuisine. Ils pensaient que je serais tellement terrifié par un procès public, tellement effrayé de perdre mon emploi d'entreprise à cause du scandale que je me contenterais de régler tranquillement et de les payer pour que cela disparaisse. Ils avaient commis une énorme erreur de calcul. Ils avaient oublié ce que je faisais dans la vie. Je suis analyste financière. Je passe 50 heures par semaine à décortiquer les dépenses frauduleuses des entreprises, à retrouver les actifs cachés et à détruire les mauvais arguments financiers avec des données concrètes. Ils voulaient faire de cela un jeu de chiffres. Très bien, j'étais prêt à jouer. Le lendemain matin, j'ai pris une demi-journée de congé et j'ai traversé la ville jusqu'à un élégant immeuble de bureaux à façade vitrée. J'étais là pour voir Carmen. Nous avions fait l'université ensemble. J'étais plongé dans l'économie et elle était la vedette du programme préjuridique. Aujourd'hui, elle était associée dans un cabinet d'avocats spécialisé en litige civil, réputé dans la ville pour être absolument impitoyable au tribunal. Je me suis assise dans son bureau, sirotant une tasse de café noir pendant qu'elle lisait silencieusement l'intégralité de la requête. Carmen avait un visage anguleux et des yeux qui ne rataient absolument rien. Quand elle a finalement terminé, elle a jeté le dossier sur son bureau impeccable et a laissé échapper un long soupir lent. Responsabilité filiale, a dit Carmen, secouant la tête. Je n'en ai pas vu une déposée depuis près de 6 ans. C'est une loi incroyablement dépassée. Elle a été conçue à l'origine pour empêcher les personnes âgées de dépendre de l'aide sociale de l'État en obligeant leurs enfants fortunés à payer pour leur maison de retraite. Elle n'est presque jamais utilisée juste pour financer le style de vie de banlieue d'un couple. Peuvent-ils gagner ? Ai-je demandé, gardant ma voix calme. Théoriquement, oui. S'ils peuvent prouver de manière définitive à un juge qu'ils sont totalement démunis et que vous avez amplement de revenus disponibles, le tribunal pourrait ordonner un soutien, a expliqué Carmen, se penchant en arrière dans son fauteuil en cuir. Mais les juges détestent ces affaires. Ils voient généralement clair à travers la manipulation. Le problème est le processus. Vos parents comptent sur le fait que vous les paierez simplement pour éviter les frais juridiques et l'embarras public d'un procès. Je ne leur paierai pas un seul centime, ai-je dit, me penchant en avant. Pas même un accord. Bien, Carmen a souri, avec un regard vif et prédateur, parce que je pense qu'ils viennent de nous donner la corde pour les pendre. Regardez l'annexe B de leur dossier.
Elle m'a glissé le dossier, pointant les dernières pages. Il s'agissait de captures d'écran imprimées de messages textes. Les messages étaient supposément entre Cynthia et moi. Dans les textes, je m'excusais abondamment d'être distante et promettais explicitement de leur envoyer $3000 par mois pour les aider avec leur hypothèque une fois ma promotion passée. J'ai fixé les pages avec une incrédulité totale. Carmen, je n'ai jamais écrit ça. Je n'ai pas envoyé de message à ma mère depuis plus de 4 mois. Je sais, a dit Carmen. Regardez attentivement le numéro de téléphone en haut de l'écran. J'ai plissé les yeux sur le texte gris en haut de la capture d'écran imprimée. Il ressemblait à mon numéro de portable, mais le tout dernier chiffre était un 7 au lieu d'un 6. Ils ont acheté un téléphone jetable, ai-je murmuré, la réalisation me frappant comme un coup physique. Ils ont téléchargé une application d'usurpation, créé un faux contact avec mon nom et se sont envoyés des messages pour fabriquer un consentement écrit. Exactement, a hoché Carmen. Ce qui transforme cela d'un procès civil frivole en soumission de preuves fabriquées et en parjure. Je vais citer à comparaître les registres de votre opérateur téléphonique réel aujourd'hui pour prouver que vous n'avez jamais envoyé ces messages. Mais il nous faut plus. Si nous voulons complètement détruire leur allégation d'être démunis, nous devons prouver qu'ils ont de l'argent. Pouvez-vous examiner cela? J'ai senti un sourire froid et authentique s'étirer sur mon visage. Trouver de l'argent caché est littéralement ce que je fais pour vivre. Ce week-end-là, mon appartement calme et rangé s'est transformé en salle de guerre d'entreprise. J'ai poussé ma table de salle à manger au centre du salon et les couvertes de mon ordinateur portable, de 2 moniteurs externes, de surligneurs et d'un énorme bloc-notes. J'ai préparé une cafetière pleine de café torréfié foncé et je me suis mise au travail. Si Cynthia et Douglas revendiquaient une pauvreté totale, ils devraient éventuellement soumettre leur relevé bancaire au tribunal. Mais je connaissais mes parents. Ils étaient rusés. S'ils avaient de l'argent, ils ne seraient pas sur un compte courant standard à leur nom. J'ai commencé par les sites web publics d'évaluation fiscale du comté. J'ai recherché leur adresse de domicile. L'hypothèque avait été refinancée 3 fois au cours des 10 dernières années, probablement pour financer les habitudes d'achat de Cynthia, mais la maison était toujours à leur nom. J'ai ensuite commencé à rechercher des variations du nom de Douglas dans le registre des sociétés à responsabilité limitée de l'État. Rien d'évident n'est apparu. Je me suis assise et j'ai réfléchi à la manière dont mon père opérait. Il se croyait plus intelligent que tout le monde, mais il était intrinsèquement paresseux. Il n'utiliserait pas une fiducie offshore compliquée. Il utiliserait quelque chose de familier. J'ai tapé le nom de jeune fille de sa mère combiné à la rue où il vivait dans la barre de recherche du registre des entreprises. Bingo. Une entité appelée Miller & Holdings LLC est apparue. L'agent enregistré était un avocat bon marché de centre commercial, mais l'adresse postale pour les documents fiscaux de la LLC était une boîte postale dans le code postal de mes parents. J'ai pris le nom de la LLC et je l'ai repassé dans les registres immobiliers du comté. Le moteur de recherche a tourné pendant quelques secondes avant de générer 2 résultats distincts. Miller & Holdings possédait 2 propriétés résidentielles de l'autre côté du comté. J'ai cliqué sur les titres de propriété. Elles avaient été achetées au comptant il y a 7 ans, à peu près au moment où mon père avait reçu un modeste héritage de son oncle. Je ne me suis pas arrêté là. Je suis allé sur des sites web populaires de location immobilière et j'ai recherché les adresses de ces 2 propriétés. Les 2 étaient actuellement répertoriés comme des locations pluriannuelles occupées. J'ai trouvé les données d'historique des annonces. Ils facturaient $1500 par mois pour chaque maison. Mes parents, le couple de personnes âgées supposément démunies et affamées qui poursuivaient leur fille pour de l'argent de survie de base, collectaient secrètement $3000 par mois de revenus locatifs non déclarés et au noir. J'ai imprimé chaque acte, chaque évaluation fiscale et chaque annonce de location. Je les ai organisés dans un classeur net à onglets. J'ai surligné les dates, les noms et les estimations de flux de trésorerie. J'ai créé un beau tableau irréfutable qui décrivait leur véritable valeur nette. Quand j'ai finalement fermé mon ordinateur portable à 2 heures du matin le dimanche, j'ai ressenti un profond sentiment de satisfaction. Ils ont essayé de jouer une partie d'échecs financière, oubliant complètement que j'étais celle qui étudiait le plateau pour vivre. Une semaine avant l'audience préliminaire prévue, j'étais assise à mon bureau au travail, examinant un portefeuille client, quand un nouvel email est apparu dans ma boîte de réception personnelle. Il provenait d'un service de mail crypté générique avec une chaîne de chiffres aléatoires comme adresse d'expéditeur.
La ligne d'objet disait simplement « Une issue ». Je l'ai ouvert. Le message était bref, mais le ton arrogant et moralisateur était sans équivoque celui de mon père. Il disait « Morgan, la date du tribunal approche. Nous savons que tu ne veux pas que ta luxueuse entreprise du centre-ville voie ton nom dans les dossiers légaux publics pour négligence envers les personnes âgées. Cela ruinerait ta carrière. Si tu transfères la totalité de ta prime de promotion au numéro de compte ci-dessous avant vendredi, nous contacterons le juge et retirerons entièrement la requête. Considérez cela comme une dernière chance de faire ce qu'il faut et de vous épargner l'embarras. Nous n'offrirons plus cela. » J'ai fixé l'écran, laissant l'audace pure du message m'envahir. Il n'essayait même plus de cacher l'extorsion. Il croyait sincèrement m'avoir acculé. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas ressenti de pic de panique. J'ai juste cliqué sur le bouton de transfert, envoyé l'email directement à Carmen avec une note, ajouté ceci au classeur, et je suis retourné à mes feuilles de calcul. Ce soir-là, j'avais besoin de sortir de la ville. J'ai conduit pendant 45 minutes jusqu'à Greensburg pour voir ma grand-mère Béatrice. Le trajet était paisible, l'autoroute serpentant à travers les collines de banlieue calme alors que le soleil commençait à se coucher. Quand je suis arrivé dans son allée, la lumière du porche était déjà allumée. Sa maison sentait le thé à la cannelle et le vieux papier. C'était un contraste frappant avec l'environnement stérile et tendu de la maison de mes parents. Nous nous sommes assises à sa petite table de cuisine ronde, et je lui ai versé une tasse de thé. Je lui ai tout raconté. Je lui ai parlé des faux messages textes, des propriétés locatives cachées et de l'email d'extorsion. Béatrice a écouté tranquillement, ses mains ridées enveloppées chaleureusement autour de sa tasse en céramique. Elle n'avait pas l'air choquée. Elle avait juste l'air incroyablement fatiguée. J'ai toujours su que Douglas trichait, a-t-elle dit doucement, fixant son thé. Mais je n'aurais jamais pensé qu'il essaierait de détruire sa propre fille pour financer son style de vie. Ta mère a vraiment empoisonné ce qui lui restait de conscience. L'audience est jeudi, lui ai-je dit d'une voix posée. Carmen va les démolir à la barre. Ce sera public et ce sera laid. Je voulais juste que tu le saches avant que cela n'arrive. Béatrice a tendu la main sur la table et a posé sa main sur la mienne. Sa prise était étonnamment forte. Morgan, je ne vais pas seulement être au courant. Je vais y être. J'ai déjà appelé ton avocat ce matin. Je vais témoigner. J'ai senti une boule monter dans ma gorge. Grand-mère, tu n'es pas obligée de faire ça. Ce sera épuisant pour toi et ils déverseront leur colère sur toi. Qu'ils fassent, a dit Béatrice, ses yeux lançant une lumière soudaine et féroce. Je suis restée silencieuse trop longtemps pour maintenir la paix. Mais la paix bâtie sur des mensonges n'est qu'une guerre retardée. Il est temps que le tribunal entende exactement qui est mon fils. Le jeudi matin est arrivé avec un ciel froid, gris et couvert. Le palais de justice du comté de Dauphin était un imposant bâtiment historique en pierre lourde, sentant légèrement le polish au citron et la sueur nerveuse. J'ai traversé les détecteurs de métaux avec Carmen à mes côtés. Je portais mon costume gris anthracite le plus élégant et le mieux ajusté. J'avais exactement l'air de ce que j'étais, une analyste d'entreprise prête pour une réunion de conseil. Nous sommes entrés dans la salle d'audience assignée. C'était une grande pièce avec de hauts plafonds, de lourds bancs en acajou et un terrible éclairage fluorescent. Quelques journalistes locaux étaient en fait assis au dernier rang. Quelqu'un les avait prévenus d'un procès familial dramatique impliquant une dirigeante financière du centre-ville, et c'était un jour de faible activité médiatique. Mes parents étaient déjà assis à la table des requérants. Ils avaient clairement coordonné leur tenue pour paraître aussi pathétique que possible. Cynthia portait un cardigan délavé et trop grand qui la faisait paraître frêle, et elle avait complètement omis son maquillage lourd habituel pour paraître pâle et fatiguée. Douglas portait un costume qui était au moins de taille trop grande, donnant l'impression d'un homme qui avait perdu du poids à cause du stress et de la pauvreté. C'était un chef-d'œuvre de manipulation visuelle. L'huissier a appelé la salle à l'ordre, et le juge est entré. C'était un homme âgé avec des lunettes à monture métallique et un visage profondément ridé qui suggérait qu'il n'avait aucune tolérance pour les bêtises. Il a examiné le dossier devant lui, a soupiré lourdement et a ordonné aux requérants de commencer leur affaire. L'avocat principal de mes parents, un homme d'apparence nerveuse qui n'avait manifestement pas fait ses devoirs, a appelé Cynthia à la barre. Cynthia a grippé la balustrade en bois du box des témoins. Elle a commencé à parler, sa voix tremblant parfaitement.
Elle a raconté au juge une histoire déchirante d'une mère qui avait tout sacrifié. Elle a affirmé qu'ils étaient noyés sous les dettes médicales. Elle a pleuré, produisant même de vraies larmes en décrivant comment je les avais cruellement chassés de mon appartement quand ils avaient supplié pour quelques dollars pour garder leur chauffage allumé pour l'hiver. Nous voulons juste survivre, votre honneur, a sangloté Cynthia, épongeant ses yeux avec un mouchoir froissé. Nous lui avons donné une belle vie, et maintenant qu'elle gagne des centaines de milliers de dollars, elle ne veut même pas nous aider à acheter des provisions. Un murmure de sympathie a parcouru les quelques spectateurs dans la galerie. Même le juge m'a regardé avec un léger froncement de sourcils, sa plume suspendue au-dessus de son bloc-notes. Cynthia livrait la performance de sa vie, et pendant une seconde terrifiante, j'ai pensé que le tribunal pourrait réellement la croire. Puis Douglas a pris la barre pour corroborer son histoire. Il a parlé solennellement de leurs dettes de cartes de crédit écrasantes et de leur incapacité à se permettre des réparations domestiques de base. Il a témoigné sous serment que leur seule source de revenus était une maigre pension et la sécurité sociale qui couvrait à peine leurs impôts fonciers. Carmen s'est penchée vers moi à notre table. Il vient de se piéger, a-t-elle chuchoté, un éclat prédateur dans les yeux. C'est notre tour. Le juge a fait un signe de tête vers notre table. Contre-interrogatoire, conseiller. Carmen s'est levée, boutonnant sa veste de costume. Elle n'a pas marché vers le centre de la pièce. Elle a marché lentement, délibérément, portant l'épais classeur que j'avais préparé. Elle s'est arrêtée à quelques pas du box des témoins, regardant Douglas avec une expression polie, presque agréable. Monsieur Hastings, a commencé Carmen, sa voix résonnant clairement dans la salle d'audience silencieuse. Vous venez de témoigner sous serment que vos seules sources de revenus sont une pension et la sécurité sociale. Est-ce exact? Douglas s'est légèrement déplacé sur sa chaise. Oui, c'est exact. Et vous affirmez que vous êtes totalement démuni, confronté à des coupures de services publics et incapable de vous permettre d'acheter des provisions. Oui, cela a été très difficile, a dit Douglas, affichant un visage courageux et triste. Carmen a ouvert le classeur. Monsieur Hastings, êtes-vous familier avec une entité nommée Miller & Moldings LLC? J'ai observé le visage de mon père. Le masque triste et courageux s'est instantanément fissuré. Ses yeux ont furtivement cherché son propre avocat, qui avait l'air complètement confus, puis Cynthia, qui avait soudainement cessé de pleurer. La couleur a rapidement déserté les joues de Douglas. J'ai peut-être entendu le nom, a balbutié Douglas. Permettez-moi de vous rafraîchir la mémoire, a dit Carmen sèchement. Elle a tiré un document du classeur et l'a remis à l'huissier, qui l'a passé au juge, puis a fourni une copie à mon père. Votre honneur, il s'agit d'un document certifié du registre d'État. Il liste Douglas Hastings comme le seul membre gérant de Miller & Moldings LLC. Monsieur Hastings, est-ce votre signature sur les documents de formation? Douglas a fixé le papier comme s'il s'agissait d'un serpent venimeux. Oui. Maintenant, a poursuivi Carmen, ne lui laissant pas une seconde pour respirer, tirant une autre pile de papier. J'ai ici 2 titres de propriété et des listes de location historiques pour 2 maisons résidentielles dans la partie et du comté. Toutes 2 sont détenues par Miller & Moldings. Toutes 2 sont actuellement occupées par des locataires payant 1500 $ par mois. Monsieur Hastings, percevez-vous actuellement 3000 $ par mois de revenus locatifs non déclarés et au noir, tout en poursuivant votre fille pour de l'argent pour des provisions sous prétexte de pauvreté totale? La salle d'audience était silencieuse. Le journaliste au dernier rang s'est penché en avant, prenant frénétiquement des notes. 7. Cet argent va à l'entretien, a marmonné Douglas, la sueur perlait sur son front. C'est un investissement. C'est un revenu, monsieur Hastings. Un revenu que vous avez explicitement nié avoir sous serment il y a moins de 5 minutes, a rétorqué Carmen. Elle s'est tournée vers le juge. Votre honneur, les requérants ont complètement falsifié leur situation financière pour extorquer ma cliente. Le juge ne me regardait plus avec un froncement de sourcils. Il lançait des regards assassins à mon père. Monsieur Hastings, a dit le juge, sa voix dangereusement basse. Avez-vous menti à ce tribunal sur vos biens? Non, votre honneur, Je n'ai pas pensé qu'une SARL comptait comme un revenu personnel, a menti Douglas, sa voix tremblante. Carmen n'avait pas fini. Votre honneur, concernant les messages textes que les requérants ont soumis dans l'annexe B, alléguant que ma cliente leur avait promis un soutien mensuel,
nous avons assigné à comparaître les registres officiels du fournisseur de téléphonie cellulaire de ma cliente. Le numéro de téléphone sur ces captures d'écran n'appartient pas et n'a jamais appartenu à ma cliente. Nous avons des preuves médico-légales numériques que ces messages ont été générés à l'aide d'une application de téléphone jetable achetée avec la carte de crédit de Madame Hastings. Cynthia a poussé un petit cri depuis la table des requérants, couvrant sa bouche de sa main. L'illusion était complètement brisée. Les parents âgés, pauvres et en deuil étaient soudainement exposés comme des fraudeurs calculés. Le juge a frappé sa main à plat sur son bureau, pointant du doigt l'avocat de mes parents. Conseiller, vous feriez mieux de reprendre le contrôle de vos clients immédiatement ou je tiendrai toutes les personnes à cette table pour outrage au tribunal. L'avocat adverse était pâle, chuchotant furieusement à Cynthia et Douglas, qui se disputaient maintenant avec acharnement à voix basse. Nous avons un témoin, votre honneur, a annoncé Carmen, brisant la tension. Nous appelons Béatrice Hastings. Les lourdes portes en bois au fond de la salle d'audience se sont ouvertes. Ma grand-mère est entrée, s'appuyant lourdement sur sa canne en bois. Le seul son dans la pièce était le claquement rythmique du bois contre le sol en marbre alors qu'elle avançait lentement dans l'allée. Douglas avait l'air de vouloir ramper sous la table. Cynthia fixait le sol, refusant de lever les yeux. Béatrice a pris la barre et a posé sa main sur la Bible. Quand elle s'est assise et a ajusté le microphone, elle n'a pas regardé le juge. Elle a regardé directement son fils. Madame Hastings, a demandé doucement Carmen, pouvez-vous parler au tribunal de l'historique financier de votre fils et de votre belle-fille concernant leur fille? Béatrice a pris une profonde inspiration. Sa voix était fragile, mais la certitude absolue qu'elle contenait résonnait contre les murs. Mon fils et sa femme n'ont jamais sacrifié un jour de leur vie pour cette fille. Ils l'ont traitée comme un compte bancaire depuis qu'elle était adolescente. Ils ont volé ses salaires pour acheter des produits de luxe. Ils ont pris des vacances pendant qu'elle travaillait de nuit pour rembourser des cartes de crédit qu'ils avaient ouvertes en son nom. Ils ne sont pas pauvres. Ils sont juste paresseux et ils sont terriblement, terriblement avides. Douglas a enfoui son visage dans ses mains. Morgan leur doit-elle un soutien financier, a demandé Carmen. Elle ne vous doit rien d'autre que la vie que vous lui avez donnée, a dit Béatrice, sa voix montant, se projetant dans la pièce, et elle l'a déjà payée en larmes, en salaire volé et en voyage de culpabilité sans fin. C'est une honte que vous l'ayez traînée dans cette pièce. Vous devriez être à genoux en la suppliant de vous pardonner, et non en lui réclamant son argent durement gagné. Béatrice a fini de parler, et un silence lourd et profond a plané dans l'air. La vérité avait enfin été prononcée à haute voix et enregistrée par la matriarche de la famille. Le juge a regardé Béatrice avec un profond respect, puis a tourné son regard furieux vers mes parents. Merci, Madame Hastings. Vous pouvez descendre, a dit doucement le juge. Carmen s'est avancée pour le coup de grâce. Votre honneur, nous avons une dernière preuve à soumettre. Les requérants revendiquent une attente de soutien à vie. Cependant, nous avons un document juridiquement contraignant qui prouve le contraire. Carmen a plongé la main dans sa mallette et a sorti l'épaisse enveloppe manille brune. La même enveloppe avec un seau de cire rouge que j'avais laissé tomber sur mon îlot de cuisine il y a des semaines. Elle l'a remise à l'huissier qui a brisé le seau et a remis le document au juge. Ce que vous regardez, votre honneur, est un acte notarié de renonciation à la responsabilité financière, a expliqué Carmen. Il y a 13 ans, lorsque ma cliente avait 22 ans et commençait tout juste sa carrière, elle a dû contracter un petit prêt personnel pour couvrir les frais de déménagement de son premier emploi. Ses parents étaient terrifiés qu'en cas de défaut, la banque puisse s'en prendre à leurs biens, alors ils ont engagé un avocat pour rédiger ce document. Ils ont forcé ma cliente à le signer. Le juge a ajusté ses lunettes, lisant le texte rapidement. Ce document rompt explicitement tous les liens financiers entre les parties, a poursuivi Carmen, sa voix résonnant de triomphe. Il stipule que les parents n'ont absolument aucune responsabilité pour les dettes de leur fille. Mais surtout, votre honneur, l'avocat qu'ils ont engagé a utilisé un modèle standard. La clause est mutuelle. Elle stipule explicitement qu'aucune partie ne peut jamais revendiquer une dépendance financière envers l'autre à perpétuité. J'ai observé les visages de mes parents. Ils avaient complètement oublié le document. Il y a plus d'une décennie, par pur égoïsme et par peur d'un minuscule prêt personnel, ils avaient légalement renoncé à leur droit de me réclamer le moindre centime. Ils avaient construit leur propre piège, y étaient entrés et m'avaient donné la clé. L'ironie était assez épaisse pour être coupée au couteau.
Ils ont exigé la prime de promotion de ma cliente dans sa propre cuisine, a conclu Carmen. Quand elle a refusé et leur a montré cette enveloppe, ils ont fabriqué un procès par pur vindicte. Cette requête n'est pas seulement sans fondement. C'est un abus frauduleux du système judiciaire. Le juge a posé le papier. Il a regardé mes parents, son expression un masque de dégoût absolu. Ce tribunal a vu beaucoup de choses, a commencé le juge, sa voix résonnant fort dans la pièce silencieuse. Mais le niveau de tromperie, de manipulation et d'arrogance pure affiché par les requérants aujourd'hui est stupéfiant. Vous avez menti sous serment concernant vos revenus. Vous avez fabriqué des preuves numériques pour piéger votre propre fille, et vous avez tenté d'utiliser un tribunal pour extorquer une jeune femme qui a clairement travaillé très dur pour construire une vie indépendante. Cynthia a recommencé à sangloter, mais cette fois ce n'était pas une performance. C'étaient les pleurs désespérés de quelqu'un qui avait finalement buté contre un mur qu'elle ne pouvait pas manipuler. Cette requête est rejetée avec préjudice, a déclaré le juge, frappant une fois son marteau, ce qui signifie que vous ne pourrez jamais déposer cette réclamation à nouveau. De plus, je déclare Douglas et Cynthia Hastings coupables d'outrage au tribunal pour parjure et soumission de preuves falsifiées. Je vous sanctionne. Vous êtes ordonné de payer tous les frais juridiques des défendeurs en totalité, plus une amende supplémentaire de $10 000 au tribunal pour le gaspillage de ressources judiciaires. Si vous ne payez pas dans les 30 jours, un privilège sera placé sur vos propriétés locatives cachées. Nous sommes ajournés. Le marteau a frappé une deuxième fois, un claquement fort et définitif qui a sonné comme la liberté. Je me suis levé. Mes jambes étaient légèrement faibles, mais ma colonne vertébrale était droite. Je n'ai pas regardé la table des requérants. J'ai serré Carmen dans mes bras, j'ai remercié ma grand-mère et je suis sorti par les lourdes portes en bois, dans l'air vif et clair de l'après-midi. Les retombées ont été spectaculaires et immédiates. Les journalistes locaux du dernier rang ont publié un article dès le lendemain matin dans le journal du comté. Le titre disait « Des parents condamnés à une amende pour procès d'extorsion frauduleux contre leur fille cadre d'entreprise ». La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans leur ville de banlieue. Le même groupe communautaire Facebook qui m'avait vilipendé un mois auparavant s'est soudainement retourné contre Cynthia. Les gens ont fouillé les dossiers du tribunal. Les « singes volants » qui m'avaient envoyé des messages haineux sont soudainement devenus silencieux, trop embarrassés pour s'excuser. Ma tante a même essayé de m'appeler, probablement pour faire marche arrière, mais elle était toujours bloquée. Mes parents sont passés de victimes tragiques et abandonnés à parias de la ville du jour au lendemain. Leurs voisins ont cessé de leur faire des signes de la main. Ils ont été désinvités de leur partie de cartes hebdomadaires du quartier. Et parce qu'ils devaient payer le taux horaire exorbitant de Carmen plus l'amende de $10 000 du tribunal, ils ont été contraints de liquider et de vendre à la hâte l'une de leurs propriétés locatives secrètes à une perte massive. L'empire financier qu'ils pensaient bâtir sur mon dos s'était effondré de leurs propres mains. 6 mois plus tard, le monde avait tourné la page. L'hiver brutal avait cédé la place à un printemps doux et clément à Pittsburgh. Fin mai, ma grand-mère Béatrice est décédée paisiblement dans son sommeil. Je suis allé à Greensburg pour organiser les funérailles. C'était un service petit et calme. Cynthia et Douglas n'y ont pas assisté. Je ne sais pas si c'était par honte, par colère, ou simplement parce qu'ils savaient qu'ils n'étaient pas les bienvenus. Cela n'avait pas d'importance. Quand le testament a été lu, Béatrice m'avait légué entièrement sa petite maison et toutes ses modestes économies. Elle avait officiellement déshérité mon père des années auparavant. L'agent immobilier m'a dit que la propriété se vendrait rapidement sur le marché actuel. Je n'ai pas gardé l'argent. J'ai vendu la maison et fait don de chaque dollar des bénéfices à une fondation locale de Pennsylvanie qui fournit une aide juridique aux victimes d'abus financiers et de manipulations domestiques. La signature de cet énorme chèque de don a été l'hommage ultime à la force de Béatrice. Elle m'avait enfin offert ma paix, et je la transmettais. Quelques semaines après le règlement de la succession, j'étais de retour dans mon appartement, assise près de la fenêtre ouverte, écoutant mes disques de jazz. J'avais relevé le courrier ce matin-là et trouvé une enveloppe blanche standard. L'écriture était irrégulière et familière. Elle venait de Cynthia. J'ai tenu la lettre dans ma main pendant un long moment. Il y a 1 an, une lettre d'elle aurait fait monter en flèche mon rythme cardiaque. J'aurais agonisé pour savoir si je devais l'ouvrir, terrifié par le voyage de culpabilité à l'intérieur. Mais maintenant, je ne ressentais absolument rien. Pas de colère, pas de peur, pas de curiosité. Juste une indifférence profonde et tranquille.
Je ne l'ai pas ouverte. Je me suis dirigé vers le destructeur de documents que je gardais dans mon bureau à domicile. J'ai introduit l'enveloppe non ouverte dans la machine. Les lames ont vrombi, transformant toutes les excuses, demandes ou fausses excuses qu'elle avait écrites en minuscules bandes de confettis illisibles. J'ai vidé la corbeille dans la poubelle. La liberté ne vient pas toujours avec une confrontation dramatique ou des excuses en larmes. Les narcissiques ne vous donneront jamais la clôture que vous méritez, car admettre qu'ils ont eu tort détruit l'illusion même pour laquelle ils vivent. La vraie liberté vient au moment où vous réalisez que vous n'avez plus besoin de leurs excuses pour être entier. Elle vient lorsque vous construisez une frontière si haute et si solide que leur bruit ne devient qu'un bruit de fond, s'estompant dans le néant. J'avais lutté pour ma paix et je ne la céderai plus jamais.